Je disais que cette journée est organisée dans le cadre de la célébration des jeunes filles dans les TIC, un moment fort pour inspirer, motiver et engager les jeunes filles et les jeunes femmes à embrasser les carrières technologiques. Notez que cette journée a été instaurée en 2011 par l'Union internationale des télécommunications, UIT, et depuis, elle est célébrée chaque quatrième jeudi du mois d'avril dans plus de 170 pays à travers le monde. Et le thème de cette année est les filles dans les TIC pour une transformation numérique inclusive. L'objectif, c'est vraiment de réduire la fracture numérique entre les genres, encourager les jeunes filles à envisager les carrières dans les technologies de l'information et de la communication et leur permettre de croire que le numérique est un domaine où elles ont toute leur place. Nous sommes réunis aujourd'hui autour des femmes brillantes d'horizons divers qui nous montrent que les chemins vers les TIC sont multiples, passionnants et transformateurs. Avant de plonger dans les témoignages de nos intervenantes, nous sommes honorés par la présence d'un monsieur au parcours inspirant. Il est une figure emblématique des télécommunications à l'échelle mondiale, ingénieur formé en Russie, docteur en télécommunications. Il a dirigé avec brio l'Union internationale des télécommunications de 2007 à 2014 et réélu à l'unanimité pour un second mandat, je m'excuse, et portant des initiatives majeures telles que le Global Cybersecurity Agenda. Son parcours exceptionnel de haut responsable chez Intelsat à directeur de Smart Africa démontre son engagement constant pour un numérique au service du développement, notamment en Afrique. Homme de vision, il a œuvré pour un marché numérique unique africain et reste aujourd'hui une référence mondiale en matière de cybersécurité et d'inclusion numérique. Mais au-delà de l'expert, c'est le bâtisseur que nous saluons, père de l'initiative Girl in ICT qui a ouvert les portes du numérique aux femmes et jeunes filles partout dans le monde. C'est avec une immense fierté que nous accueillons aujourd'hui ce pionnier, cette fierté nationale malienne, pour nous parler de cette belle initiative. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit bien du docteur Amadou Touré. Monsieur le ministre, cher docteur Touré, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez bien, j'espère. On vous reçoit. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer à cette vidéoconférence à l'occasion de cette journée mondiale des femmes et des filles dans les technologies de l'information et de la communication. Je suis d'autant plus heureux du fait que cette journée a été décrétée en octobre 2010 lors de la conférence des plénipotentiaires de l'UIT qui s'est tenue à Guadalajara, au Mexique, en octobre 2010, et qui a décidé de mettre en œuvre cette journée mondiale qui serait le 4e jeudi du mois d'avril. Donc, le jeudi étant le 4e jour de la semaine et le mois d'avril étant le 4e mois de l'année. Donc, ça faisait 4, 4, 4. Et je voudrais ici saluer les efforts de la ministre de Serbie, Madame Jasna Matić, ainsi que Madame Walda Rosman, qui était déléguée des États-Unis, qui ont œuvré vraiment avec toute leur énergie pour mettre en œuvre cette journée. Et amener ensemble les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes leaders, les femmes experts, les femmes rôle modèles pour les engager dans des discussions sur comment combler le fossé numérique du genre et rendre ce secteur complètement et entièrement inclusif. C'est l'objectif tenu par l'objectif fixé par cette journée. Cette année, à l'heure de l'intelligence artificielle, nous pouvons dire que au sein même de l'Union internationale des télécommunications, où cette journée a été décrétée,
aujourd'hui, la première figure de l'organisation, la secrétaire générale, est une dame du nom de Doreen Bogdan Martens, qui est une femme très brillante, que je connais très bien, puisqu'elle a travaillé dans mon équipe en son temps. Je suis donc heureux de vous rejoindre cette semaine et de souhaiter à notre équipe de ISOC Mali tous les succès. Et ils ont œuvré avec beaucoup de finesse et d'efficacité pour la formation des femmes et des filles et pour leur inclusion dans ce domaine qui est très important. Je dois dire qu'au Mali, ici même, il y a un très grand nombre d'activités et de décisions qui ont été prises concernant l'inclusion des femmes. Il y a une résolution du Conseil des ministres qui fait la promotion des femmes à tous les niveaux. Et je peux fièrement dire que pendant mon temps en tant que ministre de l'économie numérique et de la communication au Mali, et la secrétaire générale que j'ai nommée à ce poste-là était une dame. Et donc, beaucoup de progrès sont en train de se faire. J'espère que pendant cette journée, des discussions se tiendront avec tous les leaders du monde afin que nous puissions faire le bilan, voir où est-ce que nous en sommes en termes de combler le fossé numérique du genre et qu'est-ce que nous devons faire dans les années à venir et plus concrètement dans l'année qui vient afin que nous puissions avancer encore plus dans ce domaine. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir organisé cette journée. Et donc, sur ce, je vous repasse le micro. Et en tout cas, toutes mes salutations et félicitations à toute l'unité. Merci. Merci, Monsieur le ministre, cher docteur Touré. C'est toujours un honneur inestimable pour nous, pour le Mali et pour toute la jeunesse africaine de vous écouter aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir cru en la jeunesse et de plus encore la force des filles dans les TIC. Alors, à présent, nous allons commencer notre panel. Chaque intervenante disposera exactement de 10 minutes. Notre première intervenante est évidemment du Mali. Journaliste et experte en PIC, directrice exécutive de l'association Femmes éthiques du Mali, pour nous parler un peu de son parcours. Alors, Madame Assetou Diarra Diallo, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré à vous lancer dans le domaine des TIC? Okay, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un honneur et surtout avec beaucoup de satisfaction que j'aime prendre la parole en pareille situation. Comme vous l'avez si bien introduit, moi je suis directrice exécutive de l'association Femmes éthiques, entendue par la femme et technologie de l'information et de la communication. Une entité engagée pour l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers l'utilisation et une meilleure appropriation des technologies de l'information et de la communication. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré à rentrer dans les technologies de l'information et de la communication ou le numérique de façon générale? J'étais tout d'abord inspirée par mon père, Feu Bakari Diarra. C'était un électronicien en aviation. Et il adorait tout ce qui était technologie. Donc, tout le temps, il y avait des technologies qui traînaient à la maison. Il en créait. On faisait des paraboles ensemble. Et donc, depuis tout ce temps, on avait un ordinateur. C'était dans les années 1995. On avait un ordinateur qui avait Windows 1995, pour ceux qui connaissent ça, avec des disquettes et tout. Et donc, c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionnée. Pas le fait de savoir comment est-ce que ces outils étaient conçus, mais surtout comment est-ce que moi, je pouvais tirer profit de ces outils-là. C'est vraiment la première inspiration, le premier amour que j'ai eu à aller vers cet outil. Et suite à ça, j'ai tout de suite rejoint des associations qui œuvraient justement à faire la promotion de ces outils auprès des jeunes
comment est-ce qu'on pouvait utiliser Word, les bureautiques, pour pouvoir faire nos CV, pour pouvoir faire nos présentations, ainsi de suite. Et c'est comme ça, l'appétit venant en mangeant, que j'ai fait la découverte d'autres pionniers du secteur numérique qui m'ont donné aussi l'amour d'un autre secteur qui est le journalisme. C'est toujours le traitement de l'information, la production et la diffusion. Ils sont d'ailleurs assez liés, je trouve. Mais voilà, donc j'ai construit cette envie, cette vision d'aller dans le numérique en m'appuyant sur les compétences que j'avais apprises à l'université. Donc, c'est un peu cela. Pour ne pas être trop long. Cela me pousse à vous poser une deuxième question. Je voudrais bien savoir le moment décisif de votre carrière. Quel a été le moment décisif de votre carrière? Très bien. Justement, avant de répondre à cette question, il y a une question fondamentale qui est là, justement. C'est pourquoi vous avez choisi cette thématique de l'implication des femmes dans la transformation du numérique? Parce que justement, nous ne pouvons pas nous priver de savoir-faire de cette grande partie de la population que constituent les femmes et les jeunes. Dans ma carrière, je peux dire j'ai deux moments principaux. D'abord, Femme Éthique, ça a débuté depuis les années 2007. On a eu notre récépissé en 2009. On a très souvent mené des activités de façon bénévole, quelquefois financées, quelquefois bénévolement. Mais à côté de cela, et vu que j'ai une maîtrise en gestion, j'ai été d'abord commerciale dans une solution qui ne vendait que des solutions informatiques. Et après, j'ai été responsable commerciale. Donc, j'ai fait 7 ans de carrière dans cette solution nommée SIS Afrique, où je ne vendais que de l'interconnexion de sites, des solutions de sauvegarde, de l'installation de data centers, vous voyez, que des solutions informatiques. Et cela a été décisif dans ma carrière parce que c'était un poste où je me suis rendu compte que les nouvelles techniques, il ne faut pas forcément être ingénieur, forcément, pour pouvoir apporter quelque chose dans ce monde du numérique. En tant que commercial, tant que moi, je ne travaillais pas, ben, les ingénieurs, ils ne pouvaient pas travailler. Donc, quelque part, il fallait que moi, je m'approprie ces technologies, même si je ne pouvais pas les déployer, il fallait que je me les approprie quand même pour pouvoir faire tourner la société. Juste pour vous dire que c'est important de voir qu'est-ce que je peux apporter réellement, quel que soit le domaine dans lequel je suis. L'autre phase qui a été vraiment décisive pour moi, c'est quand j'ai quitté ce poste de directrice commerciale pour me consacrer à la direction de l'association Femme Éthique. Là encore, je suis tout le temps en contact avec des jeunes filles qui viennent, par exemple, qui me disent, bon, je suis développeuse. Moi, je vous donne juste le cas d'une jeune dame qui est venue à moi, qui travaille actuellement à Femme Éthique, qui est développeuse, qui, le jour où j'ai fait son entretien, me dit, oui, bon, moi, je suis développeuse et j'ai développé une application qui lutte contre les violences basées sur le genre. J'ai dit, oui, c'est très bien, tu as développé. Maintenant, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on fait que de la tech, souvent, on réfléchit beaucoup de tech. Alors qu'en réalité, le premier pas, c'est de se demander à quoi je peux servir, à quoi la technologie que je vais créer va servir, quel est le besoin exact qui est là dans mon pays qui peut servir à tout le monde vers lequel je peux m'investir. Souvent, les gens qui font tech sont trop axés tech et oublient souvent la nécessité réelle, le besoin réel de créer des applications, par exemple, utilitaires à des besoins spécifiques. Tout cela m'a conduit à savoir que très souvent, les femmes ont besoin de cette connexion-là entre ces études qu'ils ont eues, très techniques, et finalement la vie qu'ils mènent tous les jours, l'emploi qu'ils peuvent avoir et surtout comment concilier ces deux avec ce que aussi la société attend de nous. Pour ne pas être trop longue. Merci. Ce que j'ai retenu à travers ces quelques mots, quoi que nous faisons, il faut que nous sachions à quoi ça va servir. Voilà, c'est bien ce que vous avez dit. Très bon. Une dernière question pour vous, Madame Assetou. Quelles compétences recommanderiez-vous aux jeunes filles de développer aujourd'hui pour vraiment réussir dans le domaine du numérique?
Alors, déjà, il y a une chose. La base, c'est que nous sommes des jeunes filles, nous avons été, ou des femmes, nous avons été éduquées en nous disant tout le temps, oui, bon, la jeune fille, ben écoute, il faut que tu saches que c'est ton mari, quoi, c'est le mariage. Même en public, tu dois pas trop hausser le ton quand il y a des hommes. Déjà, il faut qu'elles aient confiance en soi, il faut qu'elles aient confiance en elles-mêmes. Quand tu veux évoluer dans ce monde du numérique-là, il y a quelque chose qui est impitoyable, on va dire ça comme ça, c'est la compétition. Il n'y a pas question de hommes et de femmes. Quand tu es dans ce monde du numérique là, tu es jugé en fonction de tes compétences. Il n'y a pas de ça qui tienne dire que oui, je dois aller cuisiner après le repas. Non, la technologie est justement là pour ça. Et c'est pourquoi moi, j'encourage les jeunes dames à aller vers des filières du numérique. Parce que justement, on peut travailler étant à la maison, on peut travailler en faisant d'autres tâches que la société nous impose. Il faut avoir la confiance en soi, de se dire que si je suis là, à tel poste ou à tel emploi ou dans telle situation, c'est parce que j'ai des compétences. Et que c'est à cause de c'est à cause de ces compétences qu'on me sollicite. Et il n'y a pas question d'avoir des excuses que les hommes ne mettent eux pas en avant. Il n'y a aucune raison. Dans le monde du numérique, ça ne tient pas. Et très souvent, dans ce monde même, on oublie même souvent que nous sommes des femmes. Quand on est sur le terrain, on oublie même qui est femme, qui est homme. Mais c'est justement ça toute la beauté, la confiance en soi. C'est extrêmement important. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer avec la famille. Il faut savoir communiquer avec les parents. Il faut savoir avoir cette relation où on sait où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que ça t'apporte à toi et à ta famille, ainsi que la société. Donc ça, ce sont des compétences parallèles qui ne sont pas forcément acquises à l'école, mais dont vous devez pourtant vous armer pour être très efficace dans ce secteur. Ayons confiance en nous, communiquons et osons. Merci beaucoup, Madame Assitou Diarra, pour ces mots vraiment inspirants et encourageants. À présent, nous allons prendre le vol et atterrir au Tchad. Au Tchad, il y a Madame Ouidad Aboubakar Hissène, ingénieure en réseau télécom. Elle est doctorante en intelligence artificielle et chef de département au niveau de l'École nationale du Tchad. Ouidad construit les savoirs du futur en formant les esprits d'aujourd'hui. La première question que je m'avais vous poser est la suivante. Comment la recherche peut-elle favoriser l'inclusion des filles dans les STEM? Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, avant de répondre à votre question, j'aimerais vraiment dire que c'est un honneur pour moi de prendre part à ce panel interchapitre organisé à l'occasion de la journée de la jeune fille dans l'éthique. Cette journée qu'on célèbre chaque année est bien plus qu'un simple événement pour nous. C'est un rappel puissant de l'urgence d'agir pour garantir que les jeunes filles et les femmes puissent occuper pleinement leur place dans le paysage numérique. Alors, moi, en tant qu'enseignante-chercheuse, je me dis, bon, j'ai classifié ces problèmes-là en 6 grands points. Alors, pour moi, la recherche peut étudier les obstacles auxquels les filles sont confrontées dans le STEM, tels que les stéréotypes du genre, Recording in progress. tels que le manque de modèles féminins ou les attentes sociales. En comprenant ces défis, il semble plus facile alors de concevoir des solutions adaptées. Alors, le deuxième point que je pourrais citer aussi, c'est aussi l'analyse des programmes éducatifs qui existent aujourd'hui. Je pense qu'il est important d'évaluer l'efficacité des initiatives qui existent actuellement, donc de voir qu'est-ce qui existe en termes de bourses, de campagnes de sensibilisation, pour identifier ce qui fonctionne réellement, surtout en Afrique, et attirer les filles vers le STEM, et ce qui peut vraiment améliorer les conditions de vie des jeunes. Mais aussi, la recherche peut, mais d'ailleurs c'est ce qu'on fait chaque jour, développer des approches éducatives, mais qui sont très inclusives. Je m'explique. Donc, grâce à des études sur des méthodes d'apprentissage, la recherche peut proposer des approches éducatives qui encouragent davantage les filles à participer en général dans ces disciplines-là. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais au Tchad, par exemple,
Nous sommes toujours dans cette approche de sensibilisation où chaque jour, depuis les primaires, on cherche à dire aux filles que non, le STEM, ce n'est plus que pour les hommes comme d'habitude, mais c'est pour tout le monde en fait. Toutes les filles ont leur place ici. Donc, il est important de mettre en lumière peut-être c'est que toutes les autres femmes, d'ailleurs, en passant, je vous félicite pour cette activité-là, parce que c'est important qu'on fasse ressortir ce que les autres femmes font. Ça encourage les autres filles à embrasser ces carrières-là, mais aussi, ça permet aussi d'influencer quelque part nos politiques, donc le gouvernement à travers des plaidoyers, ainsi de suite, et de créer des outils qui sont très adaptés. Et je sais pas, je suis enseignante de profil, j'ai tendance à beaucoup parler et je sais pas trop si mes 10 minutes permettront que je dise tout ceci. Merci. D'accord. Merci pour ces éléments clés à prendre en compte pour les filles. En fait, ceci m'envoie à vous poser une deuxième question. Selon vous, quelles sont les bonnes pratiques pour intégrer plus de filles dans les filières tech? Alors là, je m'en vais directement répondre à ça. C'est une activité que je fais chaque année. Déjà, je félicite euh, madame qui vient de passer. Je suis aussi de l'association Femmes éthiques du Tchad. Je suis la vice-présidente par occurrence. Donc, nous faisons des activités de sensibilisation dès le jeune âge. Alors, nous passons de temps à autre au lycée, à l'école primaire et tout ceci pour organiser des campagnes dans les écoles et briser ces stéréotypes-là qui est lié au genre et au métier technique. Je pense ces dernières années, avec ces sensibilisations, ça nous a beaucoup aidé. Et surtout que en partant vers ces sensibilisations-là, on ne parle qu'entre femmes, en fait, des femmes inspirantes qui ont des très bons boulots, qui ont réussi leur vie dans les techniques, et on les amène comme étant des mentors, en fait. Donc, les filles, en voyant ceci, elles se disent non, ces filières ou toutes ces carrières qui ont été toujours réservées pour les hommes au début ne seront plus pour les hommes. Alors aussi, ces dernières années, par exemple, je ne sais pas, je vais parler un peu du chat spécifiquement, nous sommes dans une approche de formation adaptée pour les filles. Vous savez, en tant que filles, nous avons ce problème-là de conciliation entre le foyer, l'école, la famille, les enfants. On a tendance à se marier un peu tôt, on a tendance à être très réservé, on a tendance à ne pas vouloir faire ceci ou faire cela parce que très tôt, on va tomber enceinte, on va avoir des enfants. Donc, on est un peu, comme l'a dit tout à l'heure l'autre, on est un peu en dehors de la compétition. Or, le monde du numérique est un monde qui n'épargne vraiment pas les femmes, en fait, qui n'épargne vraiment pas. Donc, je pense qu'il est très, très important de sensibiliser les parents, les leaders communautaires, de l'importance de l'éducation des techniques des filles et impliquer aussi les communautés dans la promotion des filières techniques et les opportunités viables pour les filles. Donc, c'est très important pour moi, toutes ces choses-là, et aussi peut-être même de renforcer les compétences transversales parce que c'est important. Il faut que les filles arrivent à se dire qu'elles peuvent arriver à être des leaders aussi, elles peuvent aussi gérer le stress comme les hommes parce que à la différence de celle qui vient de passer, moi, je suis ingénieure réseau télécommunications. Donc, on a tendance à descendre sur le terrain au début, on a tendance à travailler avec les hommes, on a tendance à être vraiment tout le temps devant tout ce monde-là, en stress, en sueur, en tout ça. Donc, il est important qu'on panique pas, il est important qu'on arrive toujours à garder cet esprit femme-là, en fait, en nous, tout en gérant le côté stress, en gérant cette petite résilience-là, en fait, c'est très important. Privilégions alors la sensibilisation. Vous, Madame Rudat, en tant que chercheur et chef de département au niveau de l'École nationale du Tchad, vous avez dû affronter, sinon je peux dire, surmonter quelques obstacles. En tant que femme et chercheur, quels sont les obstacles que vous avez dû franchir pour parvenir à vous poser là où vous êtes aujourd'hui? Alors, je vais commencer déjà à partir pas en tant que femme chercheuse d'abord, mais en tant que femme ingénieure déjà. J'étais dans les opérateurs.
Donc, il était mais très, très difficile dans ce monde rempli d'hommes, rempli de, de compétences masculines, en fait, de gérer cette histoire-là. Donc, il y avait déjà ce problème de stéréotype genre où les idées sont telles que non, je suis une dame, on ne peut pas me laisser monter, par exemple, brancher tel ou tel équipement, je dois pas faire les toits, je dois pas faire ceci, ah non, j'ai pas le droit de... Donc, il y avait ce type-là déjà quand j'étais ingénieure. Plus tard, c'était cette sensation d'isolement, en fait. Quand on est presque une dame ou deux dans un milieu d'hommes, on a ce sentiment d'isolement et ça revient vers, ou je peux même l'appeler un sentiment de minorité parce qu'on s'est dit, bon, je suis femme, bon, je peux pas tout le temps être avec ces hommes-là, je suis femme. Donc, du coup, ça amène vraiment des sentiments d'intimidation, je pourrais le dire comme ça. Mais je pense que, comme toutes les autres femmes, hein, on passe toujours par le sexisme, les discriminations qui sont implicites, ou peut-être même les obstacles côté réseautage, parce que les hommes sont toujours entre eux, tout ça. Mais pour moi, tous ces obstacles-là m'ont permis d'avoir cette opportunité de résilience et de transformation. Je pense que si je suis forte aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû traverser tout ceci. Maintenant, si je reviens en tant que femme enseignante aujourd'hui à l'université, je dirais, j'enseigne là depuis 2015 à l'université. Depuis 2015, dans mon école, je suis la seule dame qui enseigne la propagation des ondes, j'enseigne la programmation, j'enseigne ceci. Et personne ne dit que c'est une dame. Aujourd'hui, personne ne dit que c'est une dame, en fait. C'est bon, c'est bon. Qui enseigne la matière? C'est Madame Hudat, c'est fini, en fait. On n'a plus à dire est-ce qu'elle est compétente, est-ce qu'elle n'est pas compétente, parce que je me suis dit... il fallait, dès la première année, prouver que je suis autant compétente que ces hommes-là. Ça m'a peut-être même demandé plus d'heures que tous mes collègues hommes qui sont là. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts d'ailleurs. Je me suis dit, non, il ne faut pas laisser cette chance-là pour dire que non. Les femmes réclament les places, mais une fois qu'elles les ont, elles n'arrivent pas à gérer correctement. Donc là, très rapidement, j'ai évolué et ça fait beaucoup d'années que j'ai plus ce problème femme-là, en fait. Non, à un moment donné, elle a parlé de quelque chose. Rebonjour, madame, et ravie de faire votre connaissance. Vous êtes de Femme Éthique. Ben, je serais ravie d'avoir votre contact pour qu'on échange après parce que je sais qu'il y a Femme Éthique. Absolument, j'allais même les demander. Hein, Je sais qu'il y a Femme Éthique à Abidjan aussi. Donc, je pense que c'est l'occasion aussi qu'on se regroupe et qu'on voit comment est-ce qu'on peut harmoniser nos activités afin qu'on soit plus influent. L'exemple que vous avez dit tout à l'heure, moi, je l'ai vécu, mais de façon différente. Parce que justement, il y avait une intervention dans notre société informatique, dans une banque, et c'est un ingénieur, un homme et une femme qui sont partis. Et l'homme, il est revenu après se plaindre auprès de moi. Il me dit, mais regarde, vous les femmes, comment est-ce que je peux faire monter cette dame? Et c'est vrai, elle était venue en mini-robe. Merci, madame. Et donc, il dit, mais comment ça se fait? Comment, et si elle monte, nous ne sommes pas, comment on va faire? Donc, nous, les femmes, quelque part, si on veut qu'on nous fasse confiance, il faudrait que nous aussi, on prenne au sérieux notre travail. Tout à fait. Ok. C'est pas pour vous couper, madame Widad, mais c'est vraiment encourageant, c'est motivant de vous écouter. Mais le temps. Mais j'ai une dernière question pour vous. Une toute dernière question pour vous. Selon vous, et pour vous, je vais dire, comment voyez-vous l'avenir de l'inclusion numérique pour les filles et les jeunes femmes? Moi, je m'en vais directement à donner des actions très concrètes qui, pour moi, bon, déjà, ces dernières années, nous avons commencé à faire ces actions-là et ce sont des actions qui ramènent des solutions très, très concrètes. Alors, on a fait un plaidoyer pour un accès universel au numérique. Donc, avec l'expansion des infrastructures technologiques, notamment dans les zones rurales, les filles et les femmes auront cet avantage-là d'accès à Internet, aux outils numériques et aux plateformes d'apprentissage. Au Tchad, ces dernières années, ces activités-là se sont un peu multipliées. Ça nous a permis vraiment d'avoir une grande différence par rapport aux années passées. Mais une autre activité qu'on a prévue aussi, ce sont les éducations ciblées. C'est important, en fait. Les écoles doivent intégrer davantage l'éthique. Je ne sais pas si c'est au Mali et dans les autres pays, mais au Tchad, par exemple, à l'école primaire, on a rarement des cours d'informatique ou d'éthique, en fait.
Donc, je pense qu'il est très important d'intégrer dès les bas âges ces outils-là, ces technologies-là, parce qu'on est dans un monde où la technologie dépasse toutes les... bon. Donc, il est grand temps que tout le monde se ressaisisse un peu tôt, et même les enfants qu'ils se retrouvent un peu tôt, et afin d'avoir ces approches-là qui sont spécifiques et motiver les filles. Mais plus important, comme je l'avais dit, c'est il faudrait de temps à autre montrer à toute cette petite fille-là que d'autres femmes dans cette vie ont réussi, en fait, c'est ça. C'est important qu'elle ait ces rôles modèles-là, des femmes modèles sur lesquelles elles peuvent dire, ah, quand je vais grandir, je vais devenir comme telle madame. En fait, c'est parce que cette dame-là, c'est important d'avoir ces modèles et des mentorats. Mais aussi, je vais profiter de ces micros-là pour demander à toutes les dames ici présentes de faire un plaidoyer continuel en réalité. Un plaidoyer à la main de toutes les politiques et les institutions pour mettre en place des politiques plus affirmées, telles que les subventions, des bourses pour les filles, les bourses spéciales pour les filles dans l'éthique, les quotas dans les entreprises, pour que les filles-là, une fois qu'elles finissent, il ne faudrait pas qu'elles chôment, un quota même dans les écoles d'éthique ou peut-être même où nous n'avons pas assez de moyens. Il faudrait que l'État mette à la disposition de ces filles-là des bourses d'études afin de les encourager. Je sais que je parle beaucoup, mais laisse-moi juste 2 minutes pour finir rapidement. Alors, je dirais aussi un changement de mentalité. On est en Afrique, on se connaît, on connaît nos réalités. Comme nous toutes, en fait, on est passé devant cette idée où nos parents ont refusé qu'on fasse de la technologie, qu'on fasse de la télécommunication. Il est grand temps, mais très grand temps qu'on se ressaisisse, en fait, qu'on sensibilise nos parents, nos tantes, nos mamans, nos cousins, nos cousines sur le fait que non, il n'y a pas de carrière femme, il n'y a pas de carrière homme, en fait. Il y a plus ici. Les filles ont le droit, aujourd'hui, les filles ont le droit de faire toutes les activités sans exception, en fait. Donc, Ok, merci, Madame Ouidat. un plaidoyer, ça, moi, j'en tiens vraiment. Mais un dernier pour moi, je pense qu'il est pour le monde aussi, hein, c'est très important d'avoir un monde prospère et équitable. Les femmes, si on tient les choses en main, on les fait correctement, en fait. On nous responsabilise, on fait nos tâches, mais avec... D'accord. Merci, Madame Ouidat. Rapidement, on se dirige vers le Cameroun. Il y a son micro qui est coupé, mais on continue. On se dirige vers le Cameroun. Notre intervenante incarne le lien entre le média et la technologie. Elle fait parler la technologie dans nos journaux en français, en anglais et en espagnol. Il s'agit bien évidemment de Madame Laurine Claudia Agna. Elle est journaliste chef de rubrique Tech et Web du Cameroun. Madame Laurine, vous êtes là? Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, la première question que je vais vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui vous a facilité votre prise en main de la rubrique Tech et Web dans un journal de la place? Je vous remercie déjà de m'avoir permis de participer à ce webinaire sur les questions de la technologie en rapport avec la jeune fille. Comment est-ce que j'ai fait pour prendre la main dans la tech au Cameroun? Je dirais simplement que, vous savez, chez nous au Cameroun, je sors de l'école de journalisme. Je n'ai pas une formation à la base sur la technologie. Mais déjà, à l'école de formation, nous avions souvent l'habitude de faire le montage audio, montage vidéo, montage également de presse écrite. On nous apprenait à monter les journaux, en fait. C'est tout ce que je connais de la technologie avant que je n'entre au quotidien, qui n'intègre le quotidien Mutation, qui est le journal qui m'emploie. C'est un journal privé. En 2017, ils avaient réorganisé le journal en intégrant justement la technologie, vu qu'aujourd'hui, c'est devenu un pan très important au Cameroun. La technologie est l'un des pans que le Cameroun promeut ces derniers temps. On fait la promotion de l'entrepreneuriat tech, on fait la promotion des talents camerounais dans le domaine de la technologie. Alors, lorsque j'arrive au journal en 2019, précisément le 10 janvier 2019, je suis stagiaire comme toute personne. Et puis, en tant que stagiaire, je travaille dans toutes les rubriques éducation, la société, la technologie, justement. Et puis, j'ai touché également à l'économie. J'étais vraiment polyvalente. Sauf que
un an plus tard, je veux dire 2 ans plus tard, en 2021, en janvier, celui qui occupait la rubrique est parti. On m'a confié cette rubrique. Je peux vous assurer que quand le boss a décidé de me porter à ce poste, je ne savais pas ce que j'allais faire. Puisque chez nous, la technologie ne se limite pas seulement à parler peut-être des innovations technologiques, mais nous parlons également des télécoms. Nous parlons également des problèmes, par exemple, du droit du numérique. Nous parlons presque de tout ce qui tourne autour des TIC. Nous ne sommes pas limités. N'ayant aucune formation, j'ai trouvé c'est un peu, c'était une lourde mission. Mais avec le temps, j'ai su me faire une place parce qu'aujourd'hui, non seulement la rubrique, je la tiens depuis 2020, 2022, comme je vous ai dit. Jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. Ça veut dire que certainement, je réponds à certaines exigences. Et je peux vous assurer qu'actuellement, dans mon bureau, je suis la seule femme, je dis bien la seule femme, qui occupe un poste de chef. Tout le reste, c'est les hommes. Donc, voilà ce que je peux dire au sujet de votre question. Et merci pour ce partage. Alors, comment les médias, selon vous, comment les médias peuvent-ils faire progresser la vision numérique des filles? Vous savez, déjà, il faudrait d'abord que les médias intègrent le fait qu'aujourd'hui, la technologie est un pan important. Parce que par le passé, il y a toujours eu des rubriques classiques dans les médias. L'économie, la politique, les faits de société, la culture, et puis j'en passe. On se limitait juste à ça. Peut-être c'est parce qu'avant, la technologie n'occupait pas vraiment une certaine place. Mais aujourd'hui, vu que nous sommes dans un monde où on parle beaucoup plus de technologie, on parle d'intelligence artificielle, on parle de plein de trucs, il est temps déjà d'abord pour les médias d'ouvrir déjà ce côté tech, c'est-à-dire même créer des rubriques. Parce que jusqu'ici au Cameroun, en ce qui concerne les journaux privés, le journal qui m'emploie est le seul à tenir une page tech. Maintenant, du côté de, si j'étends sur le territoire national, on n'a que la télévision nationale qui également a vraiment un pan technologie. À part cela, ça n'existe pas. Donc, c'est d'abord le premier point. Si déjà on ne reconnaît pas la base de la technologie, il sera difficile pour les directeurs de publication et les hommes de médias d'intégrer cela. Dernièrement, on a assisté à un séminaire sur l'intelligence artificielle. Si déjà aujourd'hui, les hommes de médias ont encore un gros problème avec l'intelligence artificielle en voyant seulement en elle une affaire de plagiat, ça veut dire que nous sommes encore très réfractaires à beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier pas. Admettre, ouvrir des rubriques de technologie, donner la chance aux jeunes filles, parce qu'elles sont nombreuses, qui font dans la technologie, mais qui sont cachées dans d'autres rubriques, justement, et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ça, c'est un problème. Et également, ouvrir un pas de la promotion du Made in Cameroun dans ces journaux-là. Parce que ce n'est pas vraiment tous les journaux qui se donnent de la peine à promouvoir ce que les Camerounais produisent. Aujourd'hui, nous avons au Cameroun, en Afrique, un Camerounais qui est le premier Africain à avoir produit un antivirus doté d'une intelligence artificielle, le tout premier Africain à avoir produit une telle chose. Mais presque, il est moins connu. Justement parce qu'il n'y a pas une certaine communication derrière. Parce qu'on n'a pas développé ce côté. Et c'est un gros problème qui existe encore dans les médias africains. Donc vraiment, si cela pouvait être fait, on permettrait justement à la jeune fille de pouvoir s'exprimer et de montrer de quoi elle est capable. D'accord. Merci, madame. Ces éléments peuvent vraiment promouvoir les dans l'éthique. Alors, j'ai une dernière question. Quel conseil donnerait-elle à une jeune fille qui est actuellement en ligne, qui suit le webinaire, qui doute de sa place dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine des technologies? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la jeune fille ne doit jamais se limiter. Il n'y a pas de limite à se fixer.
Je me souviens, le jour qu'on m'avait placé chef de rubrique, il y a aussi une femme qui est venue me dire, le jour où mon boss m'avait nommé, c'était en pleine conférence de rédaction de début d'année. Elle est venue me dire ceci. Elle était très fâchée d'ailleurs. Elle me dit, pourquoi tu as accepté ça? C'est-à-dire, en fait, je ne devais pas accepter qu'on me donne un poste de responsabilité. Voilà. Donc, la première des choses, c'est que la jeune fille ne doit pas se fixer les limites. Ce qui est sûr, il y aura des intimidations parce que, imaginez-vous, à peine arrivé, à peine 2 ans dans un journal, vous avez déjà un certain type de responsabilité. Et puis, vous avez peut-être des gens qui sont arrivés il y a beaucoup d'années avant vous, qui n'ont pas eu de responsabilités. Ça prête à confusion et puis peut-être ça crée des frustrations. Donc, il est question de ne pas se fixer des limites. Lorsque tu sais que tu es compétent et que tu sais que tu ne doutes pas de toi, tu ne dois pas te laisser intimider parce que les intimidations existent partout. Aujourd'hui, après avoir intégré cette rubrique, moi, je suis fact-checker. Ça, ce sont les opportunités que ma rubrique m'a ouvertes. Aujourd'hui, moi, je suis en master. Je fais un master en ICT, Applied ICT in Education. C'est toujours grâce à cette rubrique que j'ai obtenu ces opportunités. J'ai fait plein de formations derrière la rubrique Tech parce que j'ai eu des relations, j'ai eu des contacts, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait confiance et peut-être aussi qui ont cru en ce que je faisais. C'est pour ça que j'ai bénéficié de cette confiance et la confiance également de ma hiérarchie parce que vous savez très bien que dans certaines entreprises, il est difficile qu'on vous donne parfois la liberté de retourner à l'école quand vous travaillez déjà. Mais si déjà mon employeur m'a donné cette occasion, ça veut dire que je dois lui être reconnaissante. Donc, on ne doit pas se fixer des limites. On ne doit jamais cesser d'apprendre. On ne doit jamais cesser d'apprendre. Si je fais aujourd'hui Applied ICT in Education, est-ce que je connaissais les TIC avant? Non. Mais aujourd'hui, je peux parler de beaucoup de choses. Je peux réaliser plein de choses grâce à ce que j'ai appris à travers les TIC. Donc, pas de limites, croire en soi, savoir qu'effectivement, il y a les responsabilités qui nous attendent, la famille, le travail et bien d'autres responsabilités sociales. Mais malgré cela, on doit toujours avoir une certaine ouverture d'esprit. Parce que si on se laisse envahir par nos responsabilités actuelles, on ne va jamais rien faire. On va se dire que, bon, écoute, on est trop occupé, il n'y a pas de temps et pourtant, on peut toujours trouver du temps chaque jour pour faire quelque chose. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Merci bien. OK, pas de limite. Formons-nous continuellement et croyons à nos compétences. Ceci nous amène au Niger. Notre intervenante, s'appelle Madame Samira Tou. Elle est une pionnière de la cybersécurité au Niger. Elle est créatrice de communautés et d'opportunités pour les femmes. Actuellement membre fondatrice de l'association des femmes tech du Niger. Madame Samira Tou, vous êtes là? Madame Samira Tou, votre première question est la suivante. Quel a été le déclic pour lancer l'association Femmes Tech du Niger? Merci pour la question déjà et bonjour à toutes et à tous parce que je vois il y a des hommes. Bon, donc, je dirais bonjour à Laurie Porcher. Moi, c'est Jean-Louis Samirot, comme elle l'a mentionné, ingénieur réseau télécom de formation et aussi la fondatrice et aussi la présidente de l'Association des femmes tech du Niger, une association qui a pour but de promouvoir le rôle de la femme dans le domaine technologique en général. Donc, le déclic pour moi, ça a été tout simplement cette prise de conscience de savoir que nous sommes déjà dans un domaine qui est, on va dire, entre griffes masculin. Et donc, il faut s'armer de courage, mais aussi de tenir la main, on va dire, à nos sœurs qui sont dans le domaine afin vraiment d'avancer ensemble. Donc, on va dire que Aftech se voit comme une plateforme de soutien, d'apprentissage et aussi d'opportunités pour les jeunes filles et les femmes qui sont déjà dans le domaine. Donc, pour assurer, on va dire, ces missions-là, on le fait sous forme de 4 axes. 4 axes que je vais essayer d'aller plus vite, à savoir la sensibilisation. La sensibilisation, pour moi, aujourd'hui, c'est très important parce que il faut
il faut sensibiliser ces jeunes filles-là qui sont au lycée, collège, pourquoi pas, de leur dire que l'informatique ne se résume pas tout simplement à coder, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de comprendre. C'est trop dur le code, j'ai pas le temps pour faire ça. On trouve que c'est vraiment trop technique l'informatique qu'il y a. La technologie est vraiment vaste. Et il faut sensibiliser les jeunes aux outils numériques. Peut-être une petite parenthèse. Pour ma part, moi, le choix de ma carrière a été vraiment très facile parce que, comme j'ai l'habitude de le dire aussi tout le temps, nos premiers rôles modèles, c'est les parents. C'est les parents et les gens qui sont autour de nous parce que, étant petite, on n'a pas, comment on appelle ce geste-là d'aller sur les réseaux jusqu'à suivre des mentors. Est-ce qu'on savait même qu'il y a des mentors parce qu'on n'a pas aussi cette notion de il faut savoir suivre celle-là pour s'inspirer, etc., etc. Donc voilà, je peux dire qu'il faut sensibiliser les gens aux outils numériques afin de comprendre réellement que la technologie ne se résume pas uniquement à tout ce qui est tech, câblage, etc. Le deuxième point, c'est la formation. La formation pour vraiment les donner ces compétences-là pour continuer et exceller dans ce domaine, comme l'a dit une intervenante qui vient de passer, il faut être compétente dans le domaine. La technologie, c'est soit tu connais ou bien tu connais pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Après, il y a le troisième axe, il y a comment on appelle, mentorat. Le mentorat qu'on fait, c'est-à-dire on met à lumière ces femmes qui existent déjà dans le domaine. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a des femmes dans le domaine, mais qui souffrent malheureusement de ce fameux syndrome d'imposteur. Elles sont là, elles codent, elles sont, comment on appelle, dans un quatre murs en train de coder ou bien de faire des belles choses. Mais comment je dirais ça, grâce aux stéréotypes qu'elle reçoit, tu dois rester à l'égard des écrans, tu ne dois pas te montrer, tu es une femme, tu dois pas oser t'exprimer et il faut laisser la place de tout ce qui est média, c'est pour les hommes, etc. Donc, c'est très important aussi de faire comprendre aux femmes qu'elles doivent se montrer pour inspirer ces jeunes filles-là à aussi ouais, embrasser ce genre de domaine. Le dernier point, c'est le point de plaidoyer. Parce il faut mentionner que on a beau faire des sensibilisations, on a beau faire des formations, pour montrer qu'il y a des femmes qui font des belles choses dans ce domaine, et si les autorités ou bien les chefs d'entreprise, les décideurs en quelque sorte de ce milieu, de cet écosystème numérique-là, n'applique pas des politiques en faveur de ces femmes, on va dire que c'est à moitié perdu. Donc, il est très important de faire des plaidoyers. Voilà, en quelque sorte, pour répondre à votre première question. Pardon, c'est pas pour vous couper la parole, mais ceci m'amène à vous poser une question qui a été inspirée de votre intervention. Selon vous, quelles sont les bonnes pratiques à adopter ou à mettre en place pour les filles qui sont dans les zones reculées, qui n'ont toujours pas la chance de bénéficier de ces activités de sensibilisation ou de ces formations, d'adopter vraiment ou de se diriger vraiment vers les carrières technologiques? À penser à cet axe-là plus précisément, pour ma part, je dirais que c'est de faire un livre sous forme de guide qui va, parce que même si on va dire, il faut aller sensibiliser, leur donner l'accès à l'information, ils n'ont pas assez d'infrastructures qui va leur permettre infrastructures robustes, qui va leur permettre d'accéder à ces informations-là. Donc, je disais, pourquoi ne pas les faire sous forme de livres, de petits guides pour vraiment les aider à lire et à comprendre comment on appelle l'importance de la technologie en quelque sorte et aussi les énumérer les différents débouchés que la technologie peut offrir. En quelque sorte, c'est sur ce point-là on a parlé à maintes termes. Ces éléments de réponse. Maintenant, une dernière question pour vous.
Pensez-vous vraiment que la cybersécurité est un domaine d'avenir pour les jeunes filles? Et si oui, pourquoi? Naturellement, je vais répondre oui. Merci pour la question. Comme j'ai l'habitude de le dire tout le temps, nous sommes dans une ère de transformation numérique. La cybersécurité doit être le cœur de cette transformation numérique parce que ça sert à rien de digitaliser nos services, nous-mêmes être sur l'Internet sans avoir cette sécurité-là qui va nous permettre de bien naviguer sur l'Internet et aussi aux organisations et entreprises en quelque sorte. Donc, tout naturellement, je répondrai oui. Et la cybersécurité est un domaine vraiment très prometteur. Non seulement pas parce qu'elle est bien payée, mais c'est parce que il le faut dans cette nouvelle ère et que je pense la diversité, l'intelligence de la cybersécurité a besoin de ces intelligences-là pour vraiment garder safe nos environnements et toutes nos activités qu'on fait sur l'Internet. Donc, en quelque sorte, la cybersécurité n'est pas un domaine qui est réservé à une élite, on va dire, de personnes. Chacun a sa place et c'est très important de diversifier les profils pour avoir une multitude on va dire, de solutions pour vraiment apporter cette sécurité dont le monde a besoin aujourd'hui. Merci, Madame Samira, pour Je vous en prie. message inspirant. À présent, nous allons au Congo, RDC. Notre intervenante, elle s'appelle Madame Deborah. C'est une voix forte pour les droits numériques et la sécurité des jeunes filles sur Internet. Elle est activiste, manager et trésorière du ISOP RDC. Madame Deborah, vous êtes là? Merci. Votre première question est la suivante. Quelles sont selon vous les menaces numériques auxquelles les filles sont le plus exposées? Merci pour la question et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien aussi. Je suis Déborah Bila, je suis activiste de droit numérique, analyste cybersécurité et actuellement trésorière du conseil d'administration ISOC RDC. Pour répondre à la question, ce que je voudrais en fait avancer d'abord, c'est que la plupart de choses qu'on rencontre en ligne, c'est vraiment des choses qu'on a l'habitude de rencontrer dans notre quotidien, dans notre vie en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment l'Internet ou bien le numérique, c'est la virtualisation en fait de réalité qu'on vit physiquement en fait. Et la plupart des choses qu'on a l'habitude de rencontrer déjà dans notre quotidien chaque jour, c'est ce qui nous ramène, c'est ce qui a été ramené en ligne. Les gens n'utilisent que l'outil informatique ou bien les technologies d'information et de la communication pour maintenant répercuter les mêmes choses qu'ils ont l'habitude de faire. Et actuellement, selon plusieurs études, plusieurs analystes, par exemple les études de plan international de l'UNICEF, il est dit que 56% des femmes et des jeunes filles ont déjà été victimes de violences violences faites en ligne en fait. Et juste par les études, nous-mêmes en fait dans notre quotidien, nous avons déjà entendu une amie, une sœur nous parler qu'elle a été victime. Et alors, quelles sont vraiment les menaces qui sont les plus grandissantes, les plus alarmantes? Parce qu'il y en a plein, comme j'ai dit. C'est vraiment les mêmes choses qu'on rencontre dans la vie physique qu'on a ramenées en ligne. Et celles qui sont le plus récurrentes, nous avons d'abord, premièrement, le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement arrive beaucoup de fois et parfois même la personne qui le perpètre ne s'en rend pas compte et celui qui est victime ne s'en rend pas compte que c'est le cyberharcèlement. Donc, par cyberharcèlement, on voit en fait des messages répétés ou bien des informations répétées qui sont menaçants, qui sont blessants ou insultants en fait. Et on va la personne, lorsqu'il vous envoie ça, personne ne se rend pas compte, mais tellement c'est de façon répétitive, il est en train de commettre un cyberharcèlement. Et ça arrive beaucoup de fois, en fait. Et hormis ça, nous avons, en fait, la diffusion des contenus haineux. La diffusion des contenus haineux juste parce que une personne est de sexe féminin, une personne est femme, une personne qui n'est pas de son même sexe, les personnes vont envoyer genre par exemple, on va diffuser la photo
d'une femme ministre qui est devenue peut-être, par exemple, nous, en RDC, on a eu la première ministre qui était une femme. Et on va avoir des gens qui vont juste venir dire, nous ne pensons pas qu'elle soit compétente, juste parce qu'elle est femme, en fait. Ça, c'est la diffusion de contenu haineux juste par rapport à son sexe, parce qu'elle est femme, en fait. Ça, c'est aussi les genres de menaces auxquelles les filles sont confrontées. Et au-delà de ça, nous avons aussi la diffusion des contenus ou bien d'images sans consentement. Ça nous est arrivé beaucoup de fois, surtout les jeunes filles, lorsqu'il est en amitié avec une autre personne, avec une fille ou un garçon. Ils vont s'envoyer des vidéos hautes, des vidéos chaudes et tout. Et puis par après, lorsqu'il y a juste divergence, il y a mésentente, on va retrouver les vidéos, ou bien le contenu en ligne, en fait. Les gens vont diffuser ça. Et peut-être tu te rends compte, mais j'avais partagé seulement cette image à une personne. J'avais partagé cette vidéo à une personne qui était proche à moi. Mais aujourd'hui, tellement qu'on est en mésentente, elle a diffusé cela sur les réseaux, elle a partagé ça en ligne et votre réputation est ternie et votre image. Ça, c'est en fait, de façon symbolique, on dit revenge porn. On va voir ça, beaucoup de gens aujourd'hui, nous allons voir dans les groupes WhatsApp, on va voir, on a partagé l'image, la vidéo de tel, on a partagé quoi, les images d'une telle personne que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Et les gens se rouent pour aller voir, pour aller regarder en fait qu'est-ce qui est publié, qu'est-ce qui est. Et parfois même, ça occasionne aussi les phishing, qui est aussi une forme de menace que les jeunes filles rencontrent en fait. Lorsque vous voyez par exemple un message qui est envoyé, que vous n'êtes pas sûr, et que vous cliquez là, on peut usurper votre identité, vous voulez des informations. Tout ça en fait peut-être une brèche, une porte, en fait, une menace qui peut apporter d'autres menaces sur lesquelles vous êtes victime. Et souvent, parfois, les cyberhackers essaient toujours de cibler les jeunes filles parce qu'elles n'ont pas certainement peut-être les bonnes informations. Et au-delà de ça, nous avons un peu la manipulation psychologique dont on appelle l'ingénierie sociale qui arrive, qui atteint beaucoup les jeunes filles, dont les filles sont beaucoup victimes. La manipulation de l'ingénierie sociale, c'est en fait, pour aller de façon plus simple, par exemple, vous êtes là, vous recevez un message d'une personne, j'habite au Canada, et je suis pilote, j'ai fait ceci, je explique toute sa vie en fait. Et tellement les images qu'ils vous envoient sont tellement crédibles, vous vous dites, ah oui, c'est vraiment une personne, j'ai trouvé un ami au Canada, il peut m'aider avec les processus de voyage, on envisage d'aller voyager. Et après, on peut vous voler de l'argent, on peut voler vos informations, et après, vous vous rendez compte que la personne était fausse. Donc, il a utilisé juste la manipulation psychologique qui est l'ingénierie sociale. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter là et juste citer celles-là qui sont assez les plus répandues. Et c'était tellement que ça commence à me faire peur moi-même. Maintenant, comment se protéger de toutes ces menaces-là? Selon vous, comment créer un espace numérique sûr et inclusif pour les jeunes filles? Donc, la première option, en fait, les intervenantes précédentes qui en parlaient, elles parlent de la sensibilisation, elles parlent des clubs, elles parlent des formations, en fait. C'est vraiment un des éléments clés qui permettent, en fait, aux gens de se prévenir, de créer cet espace sûr, en fait, du numérique. C'est en sensibilisant, en fait, sensibilisant les gens autour de nous. Lorsque vous avez cette information, vous connaissez déjà ces choses, sensibiliser autour de vous les gens qui n'ont pas l'information pour qu'ils accèdent à cette information pour se prémunir en fait. Les formations, la sensibilisation des plus jeunes en fait, lorsque vous utilisez le téléphone, vous le voyez utiliser le téléphone, dit OK, tu utilises les téléphones, mais sache qu'il y a différents types de menaces en fait. Sache comment te prévenir face à ces menaces. Et au-delà de la sensibilisation, il faut en fait avoir connaissance des outils ou bien des techniques ou bien des dispositions qui sont mises en place en fait. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on a toujours la possibilité de signaler en fait. On a toujours la possibilité de signaler une menace ou bien un événement qui est arrivé, qui est inhabituel. Ce que vous conseillez, vous dites que je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne comprends pas ce qui est dit, ce n'est pas très clair pour moi, je veux signaler. Et le service de signalement mis en place par les réseaux pourra identifier, évaluer en fait vraiment si l'information que vous avez partagée, c'est une menace, c'est une cybermenace, si cette information peut créer des préjudices sur une telle ou
telle autre personne et pour en fait supprimer, soit ou bien on voit parfois, par exemple, il y a des diffusions des images qui sont assez choquants. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a des technologies, il y a beaucoup de réseaux qui en fait vont flouter l'image en fait et vous demander avant de regarder, est-ce que vous souhaitez réellement regarder? En fait, c'est par rapport à toutes ces personnes qui ont signalé, qui ont été dites, j'étais choquée de voir en fait des gens qui sont tués de la sorte, des vidéos qui sont publiées, des gens qui sont en train d'être abattus en fait. Et là, on vous demande votre consentement. Est-ce que vous voulez vraiment voir ce qui est publié là. Et là, en fait, c'est une disposition de protection. Au-delà de ça, donc, je parlais du signalement. En fait, lorsqu'une personne, dans tous les réseaux que nous utilisons, il y a toujours cette possibilité de signaler. Nous pouvons aller dans, la plupart du temps, c'est de trois boutons ou bien dans les paramètres, de voir un peu, de suivre les paramètres et de voir comment est-ce que je peux signaler cet événement inhabituel, cette cyberattaque ou bien cette menace qui arrive en fait et tout et comment est-ce que je peux rapporter? Et au-delà de ça, en fait, c'est de partager avec les autres, de sensibiliser autour de nous, en fait. Créer un espace sûr, il faut sensibiliser. Déjà, merci pour ce tel événement. Ça permet en fait à plusieurs de s'informer, ça permet à plusieurs de comprendre en fait les réalités qu'il y a. Il y a le côté positif dans le numérique, mais il y a aussi ce côté négatif dont il faut se prévenir. Donc, c'est important de participer à des tels événements, d'appartenir à des communautés comme ISOC, là, par exemple. Il y a différentes communautés dans différents pays et il y a des formations qui sont offertes gratuitement. Il y a des conférences où on discute de toutes ces questions. Ça vous permet en fait de vous informer et de créer un espace sûr autour de vous et dans votre communauté, d'être en fait cette personne qui va porter l'information auprès des autres. Euh, un autre élément que je souhaiterais vraiment marteler sur comment créer un espace sûr, c'est en fait la création de contenu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux que nous utilisons en fait, et en fait rempli de contenus que nous avons nous-mêmes créés. C'est pas les créateurs, les fabricants ou bien les Mark Zuckerberg ou bien les autres qui sont qui ont mis en fait tous ces contenus. C'est nous qui mettons le contenu que nous voulons. Quel genre de contenu en fait nous produisons pour créer cet espace? Quel genre de contenu nous partageons sur nos réseaux sociaux? Quel genre d'informations nous partageons? C'est en fait quand ce que nous partageons de contenu positif et inclusif, c'est là en fait que nous créons cet espace sûr et inclusif pour les uns et les autres. Ok, merci Madame Deborah pour ces réponses rassurantes. Une dernière question pour vous. Comment mobiliser le plus de jeunes filles et de jeunes femmes dans le numérique? Je pense que ça va aller déjà de la sensibilisation. C'est là qu'on peut mobiliser encore plus de jeunes femmes à rejoindre en fait cette minorité des femmes que nous avons actuellement. Je pense qu'il y a plusieurs années, je ne pense pas que les nombres étaient tels que nous sommes. Les pourcentages des femmes dans la tech étaient le même qu'aujourd'hui et ça augmente au fur et à mesure parce qu'on parle de la chose, parce qu'on incite les autres à le faire parce qu'on facilite, on démontre que ce n'est pas de la magie, genre tout ce qu'on fait dans le numérique, c'est juste réservé à une élite. C'est non, 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 en fait, c'est ouvert à tous. Il y a plein d'outils qui facilitent. Il y a des cours en ligne d'être là, d'accompagner les jeunes, en fait, les mentorats, offrir son mentorat, par exemple. Vous connaissez une personne qui a des compétences, d'accepter, d'accompagner les autres femmes, de former en fait les femmes, les autres jeunes femmes, de les inciter par des sensibilisations et tout et tout. Dans les écoles, moi, j'ai travaillé dans les organisations communautaires. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans les écoles où les élèves, en fait, peut-être n'ont pas encore le cours d'informatique, mais on leur parle, en fait. Quand ils se disent, OK, il y a une jeune dame comme moi, elle est assez jeune et elle arrive à parler de ce domaine-là. Donc, moi, si je suis capable, en fait, de leur ouvrir, en fait, de leur dire que ce n'est pas seulement un domaine réservé aux femmes parce qu'on dit ingénierie, se dit, par exemple, pardon, réservé aux hommes parce qu'on parle d'ingénierie. Non, c'est ouvert à tous, en fait, et tout. Et les femmes, en fait, sont les plus recherchées actuellement. Et il y a plein de programmes qui favorisent, en fait, l'inclusion ou l'effet d'inviter les femmes. Un autre élément, en fait, peut-être que je souhaiterais ajouter, c'est qu'en fait, de relier la tech au centre d'intérêt des jeunes, en fait, de rendre, en fait, le domaine assez ludique, en fait. Parfois, on a tendance à penser que les formations sont
épuisante. On est là devant les écrans ou bien devant des machines. On est tout le temps là devant les chiffres. Il y a, quand on voit les binaires, les chiffres binaires qui passent lors des spots et tout, on a tendance à penser que non, en fait, de rendre en fait l'apprentissage ludique, en fait. Il y a plusieurs organisations aujourd'hui qui ont mis en place des applications qui permettent d'apprendre et de s'amuser en même temps, en fait, d'apprendre et de découvrir, en fait, en même temps, en fait. Comme si j'étais en train de jouer, de m'amuser, de juste jouer à un jeu. Mais en même temps, je suis en train d'apprendre dans ce jeu-là, je suis en train d'apprendre comment me sécuriser en ligne lorsqu'une personne rencontre tel défi en ligne, comment est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il... Donc, il y a des outils comme ça qui existent déjà, comme des organisations comme Tactical Tech qui ont déjà mis en place, il y en a plein. Et vraiment de les ouvrir dans plusieurs pays, de faire ces plaidoyers auprès de nos institutions pour qu'on puisse mettre en place que l'apprentissage numérique ne soit pas juste comme une corvée des plus, mais que ça soit assez ludique, ouvert et que ça puisse rencontrer en fait les centres d'intérêt des jeunes et des jeunes filles. OK. Merci, Madame Deborah. Merci pour ce partage hier aussi inspirant et motivant. Il y a quelques minutes, j'ai constaté l'entrée en ligne de M. Victor. Je suis toujours disponible pour la cause de la promotion et de la vulgarisation de l'Internet et des outils technologiques. Bonsoir, M. Victor. Merci pour votre présence. Bonsoir, Caridia, et bonsoir à toutes et à tous. J'ai juste rejoint pour vous suivre et félicitations pour cette initiative. On parle beaucoup de l'implication de la jeune fille, des femmes dans les technologies, mais l'action est plus importante que tout discours qu'on peut tenir. Donc, des initiatives comme ça, lorsque vous multipliez et lorsque c'est aussi dirigé par des femmes comme vous, vous êtes des modèles que d'autres jeunes filles vont suivre. Donc, juste pour suivre et vous féliciter pour l'initiative. Félicitations à tous les chapitres Internet Society qui ont collaboré pour faire que ce webinaire soit rendu possible. Donc, sous le leadership du chapitre Internet Society du Mali, ce qu'il y a le Cameroun, il y a la RDC, il y a le Bénin et tous les autres. Donc, vraiment, félicitations pour cette collaboration parce qu'ensemble, c'est là où on est plus fort et on peut avoir un impact plus élargi. Donc, je suis vraiment fier de voir que vous utilisez ce réseau des chapitres Internet Society pour collaborer et partager les expériences parce que même comme l'Afrique est un seul continent, les expériences diffèrent d'un pays à l'autre et le réseau des chapitres est vraiment important de l'utiliser et je suis fier de voir que vous l'utilisez à bon escient pour cette importante cause parce que malgré tous les discours, il y a encore cette disparité, mais je sais que avec des actions qui sont menées, des initiatives, des chapitres, le fossé va se réduire au fur et à mesure et je suis certain que dans un futur proche, on ne va plus parler, on sera en train de chercher comment avoir plus d'hommes dans les technologies, dans les TIC. Donc, Oui. félicitations. Merci beaucoup, M. Victor. Merci pour tout ce que vous faites pour nos communautés. J'ai aussi noté l'entrée en ligne d'un autre monsieur, mais je vais continuer. Après, je vais vous dire qui c'est. À présent, nous allons au Bénin. Notre intervenante, elle est ingénieure réseau et système d'information. Elle est actuellement aussi développeuse du web. Elle forme, organise, connecte. Elle fait avancer les femmes dans les systèmes complexes du numérique. Il s'agit de Madame Rose Bobo. Madame Rose, la question est la suivante. Quelles compétences sont essentielles pour une fille qui veut travailler dans le développement web? OK. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Il y a bientôt 10 ans, j'étais inscrite en première année en informatique de gestion
Et à ma grande surprise, c'était suite à un concours. Donc, à ma grande surprise, on était une soixantaine. Mais j'ai remarqué qu'on était à peine 4 à 5 femmes. Pour être plus précis, je crois que c'était 5 femmes. Donc, depuis ces années-là, aujourd'hui, je me retrouve dans le numérique justement à pouvoir former des jeunes filles, des jeunes femmes qui, grâce au numérique, transforment leur vie. C'est pour dire que le numérique est vraiment un levier puissant de transformation. Alors, je suis Rose Gouroué, je suis ingénieur réseau et système d'information, de formation. Actuellement, je suis consultante web, développeuse web et merci aux organisateurs, merci à Isaac Pénin pour la recommandation, particulièrement au président Malik Alassane. Et merci aux belles dames qui sont là, qui proviennent de chaque chapitre d'Isaac et qui permettent justement d'avoir des rôles modèles aujourd'hui pour les jeunes filles. Pour la question, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour être développeur ou développeuse web? Au prime abord, je voulais déjà définir ce qui est un développeur ou une développeuse web. Alors, un développeur web, c'est quelqu'un qui conçoit des applications de bout en bout, donc du début jusqu'à la fin. Et je peux dire qu'il y a 3 types de développeurs web. Il y a le développeur web front-end, le développeur web back-end et le développeur web full stack. Et pour chaque type de développeur, justement, il y a des compétences à acquérir. Et au niveau de ces compétences, au fil des années, j'ai pu distinguer deux types de compétences. Il y a les compétences techniques et il y a les compétences que je peux appeler les compétences transversales dont plusieurs dames déjà ont parlé. Alors, pour ce qui est lié aux compétences techniques, au niveau du développeur web, nous avons les langages basiques. Par rapport au langage basique, on a le HTML, le CSS. Ce sont des langages qui vous permettent de voir ce que fait le développeur. Donc, lorsque, par exemple, vous tapez un site web, ce qui s'affiche visuellement que vous voyez, ce sont ces langages qui sont utilisés justement pour permettre cet affichage visuel. Et parmi ces langages de base également, il y a le JavaScript qui permet justement l'interaction dynamique. Et au fil des années, vu que la technologie évolue et qu'il ne faut pas recréer la roue, il y a des frameworks qui existent. Ces frameworks, ce sont un peu comme des packaging qui ont déjà des règles, des existants. Voilà. Donc, au niveau du développeur web front-end, les frameworks qu'on peut utiliser aujourd'hui, il y a le React, il y a Vue.js et autres, Angular et autres. Revenons maintenant au développeur web back-end. Au niveau du développeur web back-end, nous avons les langages basiques. Nous avons donc les langages basiques tels que le PHP. Le back-end, lui, il travaille en caché, en mode caché, voilà. Donc, il utilise les langages basiques tels que le PHP et autres. Et au niveau des frameworks également, nous avons des frameworks comme Laravel, Symfony, Python, qui est aujourd'hui très coté parce que très facile à apprendre, même si vous n'êtes pas un initié en développement. Voilà. Et quant au développeur web full stack, lui, il réunit justement les deux compétences des deux types de développeurs, donc front-end et back-end. Et voilà au niveau des compétences techniques. Et par rapport aux compétences transversales, de mon expérience, je pense que je ne vais pas revenir sur plusieurs points dont les dames ont déjà parlé. Il y a la confiance en soi, il y a le leadership, il y a plusieurs points et principalement en tant que développeur web, on a beaucoup du mal à montrer ce qu'on fait. On a les compétences techniques, mais il faut également montrer ce qu'on fait. Donc, savoir se vendre, pouvoir montrer justement à d'autres filles, à d'autres jeunes filles et à d'autres jeunes femmes que c'est bien possible qu'une femme ou une jeune fille peut être développeuse web. Donc, voilà un peu en résumé ce que je peux dire par rapport aux compétences au niveau de ce secteur de métier. OK. OK. Merci, Madame Rose, pour ces éléments de réponse. Ceci m'amène à vous poser une deuxième question. Pourquoi être actif dans des communautés tech comme Women Tech Makers?
Ok, merci pour la question. Il n'y a pas que Women Tech Makers comme communauté, il y a plusieurs communautés et il y a également le Women DNS Academy qui est un programme africain qui justement met en avant l'acquisition des compétences techniques liées à Internet aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Et c'est un programme, une activité d'un événement qui est appelé Benin DNS Forum qui est organisé chaque année. Il y a tellement de bienfaits d'être actif dans une communauté. Personnellement, pour mon expérience, cela m'a permis de premièrement sortir de ma timidité, donc de ne pas rester isolée, donc en participant plus aux activités, aux initiatives qu'organisent les communautés, telles que ce qu'on fait actuellement d'ailleurs. Cela m'a permis de sortir de ma timidité, de ne plus rester isolée. Et vous avez également la possibilité de pouvoir rencontrer des rôles modèles, des modèles féminins qui existent, qui vous permettent justement de, de pouvoir penser que vous pouvez aborder ce secteur numérique, même en tant que jeune fille. Donc, dans ce sens-là, je veux parler déjà de mentorat. Donc, pouvoir mentorer. Et vous avez également de la ressource, plusieurs ressources. Et je prends par exemple mon cas dans le programme WDA. J'ai eu plusieurs opportunités. Déjà, j'étais bénéficiaire du programme et cette formation peut coûter énormément. Et je l'ai eu gratuitement et je passe par ici d'ailleurs pour remercier les organisateurs en son époque, dont le président était, le formateur principal était M. Rouzondi Hervé. Et suite à cela, justement, j'ai été formatrice, ensuite présidente. Et tout cela m'a permis justement de pouvoir, si je peux le dire en griffe comme ça, voyager, pouvoir partager mon expérience ailleurs dans d'autres pays. Et encore, même cette année, j'ai encore eu des opportunités. Et vous avez la possibilité justement de vous créer un réseau. Voilà, de vous créer un réseau de soutien, un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer justement pour avancer dans votre carrière. Donc, en général, pouvoir se positionner comme leader, pouvoir avoir des modèles féminins. Et voilà un peu ce que je peux dire parce qu'en général, on dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci, Madame Rose. Seul, on va plus loin, mais ensemble, nous allons plus loin. Une dernière question pour vous. Que faudrait-il améliorer, selon vous, pour rendre le secteur des TIC plus accessible aux filles? Alors, pour rendre le secteur des TIC accessible aux filles, il y a déjà, au prime abord, je pense que c'est déjà à commencer par l'école primaire. Donc, déjà, pouvoir avoir des initiatives ou des programmes pour un peu plus tôt, donc insérer des programmes numériques dans les activités, soit ludiques ou même dans les activités scolaires au cours de l'année pour l'école primaire, par exemple. Et au niveau des familles ou des sociétés même, je pense qu'il faut briser justement ce stéréotype qui dit que, ce stéréotype de genre qui dit que certains métiers sont plus faits pour les hommes que pour les femmes. Et également, il y a les entreprises qui peuvent intervenir justement en favorisant l'équité genre dans leur recrutement. Aujourd'hui, on en voit un peu plus afin de promouvoir les modèles féminins. Je prends par exemple le cas des initiatives comme le Women DNS Academy dont je viens de parler tout à l'heure, du Women Tech Maker, et il y en a assez. Donc, en général, il faut ces actions, ces initiatives pour justement favoriser un écosystème numérique de confiance et un peu plus inclusif pour les femmes. Merci. Et merci, Rose. À présent, nous allons continuer avec notre dernière intervention. Elle vient du Togo. Elle est passionnée de transmission et d'impact social. Elle transforme les idées tech en projets réels. Elle se nomme Madame Irène Amedi, IT Project et Programme Manager. Elle vient du Togo. Madame Irène Amedi, votre question première est la suivante. Quel rôle joue la gestion de projet dans la réussite d'une initiative tech? D'accord, merci pour la question.
D'abord, j'aimerais définir c'est quoi un programme, un gestionnaire de projet ou, bon, le sens commun que nous tous, on dit souvent, c'est project manager, d'autres disent que c'est programme manager, d'autres disent que c'est product manager. D'abord, je vais définir les trois et on va voir en quoi ça se ressemble et en quoi ça se différencie. Un gestionnaire de projet, c'est quelqu'un qui gère un projet, comme on l'entend. Par exemple, quelqu'un veut construire un bâtiment. La personne qui est à la tête, ce n'est pas le client, mais c'est le gestionnaire de projet qui va tracer la voie pour dire on a besoin de ça, ça, dans tel délai et on a besoin de tel budget pour pouvoir vous donner ce que vous voulez. Maintenant, un programme manager, c'est un programme. Par exemple, les programmes de jeunes filles qu'on lance et les programmes de bourse qu'on lance et tout ça. Ça, c'est sur une période donnée et puis c'est fini. Maintenant, pour un produit, c'est pour une fin. Ça ressemble un peu à la première définition, comme ce que je disais, que si quelqu'un veut bâtir une maison, la personne a besoin d'un gestionnaire de projet pour gérer cela, afin d'obtenir un produit. Mais là, un product manager, c'est beaucoup plus un produit du type, je veux sortir une marque ou bien je veux sortir un nouveau téléphone, une marque de téléphone, par exemple. Et c'est souvent, c'est dans le digital et tout. Donc, je ne suis pas program manager, je ne suis pas product manager, euh, je suis project manager, mais IT. Donc, je gère seulement les projets IT, tout ce qui est application web, mobile ou tout ça équivalent. D'accord. Maintenant, la question c'était quel rôle joue la gestion de projet dans la réussite d'une initiative tech? Donc, je disais que sans la gestion de projet, même la meilleure idée tech, ça reste une belle utopie. Ouais, j'ai parlé en l'air, mais ça reste juste comme ça. Moi, je vois la gestion de projet comme un GPS. Il te dit où tu vas, avec qui, comment, en combien de temps et surtout ce qu'il faut chercher, l'itinéraire et tout. Ouais. Par exemple, l'application GoZem, tout le monde connaît GoZem. Ils ne se sont pas levés pour le faire juste comme ça. Il y a quelqu'un. Il y a eu le comment, combien de temps, l'itinéraire à suivre. J'ai vu des projets échouer. Moi-même, j'ai déjà géré un projet qui a déjà échoué parce que l'idée était... Et c'est pas parce que l'idée était mauvaise, hein, c'est parce que l'équipe naviguait à vue. Bien sûr, tu peux être un très bon project manager, mais ce que vous allez produire ne sera pas bon. Parce que quoi, il faut que l'équipe soit attentive et disciplinée aussi. Nous, les project managers, on ne subit pas, c'est-à-dire nous, on pilote. Maintenant, le pilote qui sait faire son travail, mais par exemple, le chauffeur, il y a un bon chauffeur, mais on lui donne une mauvaise voiture. On va accuser le chauffeur. Oh, c'est pas lui, ça faute à lui. Et surtout dans nos réalités africaines où les ressources sont limitées, la rigueur dans la gestion de projets est un avantage compétitif, autant pour moi. On ne peut pas se permettre d'improviser. Donc, il faut toujours planifier, avoir le sens de la planification, le leadership et aller pas à pas. Je crois avoir répondu à la question. Merci, Madame Amédi, pour ces éléments. Moi, je pense qu'on a un peu compris sur la gestion de projet et les initiatives TIC. Maintenant, j'aimerais savoir comment développer le leadership féminin dans des équipes typiquement techniques. D'accord, merci. Moi, quand j'entendais leadership féminin ou bien leadership, coaching sur le leadership et tout, moi, je pensais que il faut porter une veste, à crier, imposer sa présence et tout ça. Mais ce n'est pas ça. C'est pas une voix forte, un costume, cravate et tout. Le leadership féminin, c'est la capacité d'une développeuse ou bien d'une actrice IT à proposer une meilleure architecture,
d'une designer à défendre une UX inclusive. Bon, je suis un peu trop dans les techniques, c'est-à-dire le design. Voilà. Le design, quand on design, et puis on code, et puis vous avez sur le téléphone, on scroll, voilà. Ou d'une développeur junior, c'est-à-dire je ne comprends pas et que l'on pour faire pour le faire émerger, il faut des espaces safe pour qu'elle prenne confiance. On dit souvent que tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t'a rendu malade. Si tu es toujours dans un environnement où on te rabaisse tout le temps, ça crée en toi quelque chose qui, même si tu assures, ça va faire que tu penses toujours bas alors que tu assures. D'abord, il faut un petit changement de son environnement. Le second, c'est d'avoir les rôles visibles. Ce n'est pas pour rien, moi, je me suis lancée dans le project management. Je suis software ingénieur de formation, mais je me suis lancée dans le project management parce que je veux me dépasser, parce que je n'avais pas ce leadership-là. J'étais un peu trop timide et un peu trop confondue dans la masse, donc je cherchais à me démarquer. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a être CTO, CEO, euh, comment on appelle le truc là? Un commercial et tout. Moi, j'ai vu que IT Project Management, ça va m'avantager de plus. Et comme j'ai le sens de l'organisation, ça m'a aidé. Aussi, et des hommes alliés, pas juste des spectateurs bienveillants. C'est-à-dire, euh, souvent, enfin, je pense toujours, moi, mon exemple, quand je suis venue dans l'IT, on disait que c'est un travail des garçons, et j'ai toujours eu peur et dit, ah, mais il y a eu certains amis à moi, les grands frères à moi, qui m'ont rassuré que non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, il faut que, pardon, les hommes aussi encouragent les femmes aussi dans, dans, dans leur lancée aussi. Voilà. Euh, dans une équipe, il ne faut pas juste chercher la personne qui est parfaite, mais la personne qui ose. Il y a des gens, ils ont des capacités, mais c'est juste leur timidité ou bien ce sens de leadership, le petit truc là qu'ils ont pas, qui les rabaisse. Je dis pas que je suis experte dans ça, mais moi aussi, je n'obéis pas sur les gens. Merci. Une toute dernière question pour vous. Comment, une fois dans le numérique, amener les jeunes filles et les jeunes femmes à atteindre le haut de l'échelle comme vous? Ah, on ne grimpe pas l'échelle, on ne voit même pas qu'elle existe. En vrai, on y va seulement. Donc, en premier point, il faut donner de la visibilité. Ce n'est pour rien, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Si je fais des trucs, personne ne sait. Qui va m'appeler pour me dire, ah, Irène, on a besoin de telle personne ici, viens. Par exemple, ma présence ici, ce soir-là, c'est parce que je suis visible que quelqu'un m'a vu, m'a dit, ah, Irène, viens parler de ça, 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 ça. Vous voyez un peu, c'est pas juste se lancer sur les réseaux pour dire, aujourd'hui, j'ai gagné ça, aujourd'hui, j'ai eu telle promotion. Il faut construire juste un CV pour montrer ce que tu sais faire pour qu'on puisse t'appeler à, à ce qui te correspond. Ensuite, il faut casser le mythe là, le haut de l'échelle, ou bien être à son prime, être à haut de l'échelle, en bas de l'échelle. Non. Tout le monde évolue à son rythme. On dit que c'est comme, ça fait du zigzag. Parfois on est en haut, parfois on est en bas. On n'est jamais en bas de l'échelle, on n'est jamais en haut de l'échelle. Là, je vais un peu dans le sens de, on ne se compare pas aux gens. Le haut, c'est pas forcément être un CEO ou bien être à la tête d'une startup. Le haut, c'est là où elle est alignée avec sa mission, où elle crée de la valeur, où elle inspire. Quand on voit ce que tu fais, on dit, ouais, j'aimerais te ressembler, comment tu arrives à faire ça, j'ai des difficultés. Voilà, tu peux te sentir d'accord. Oh, mais il peut arriver que tu fasses de faux pas. C'est humain. Bon, je suis arrivée là parce que j'ai pris ma place, même quand personne ne me l'a donné. Oui, je me suis... On dit,
vous me voyez sur les réseaux, vous savez que je parle de plusieurs sujets à la fois, mais je parle trop de choses différentes. Canalise-toi spécialise-toi dans un seul domaine, mais je m'en fous. Je fais ce qui me plaît. Ça me plaît, je fais. Je sais que ce que je fais, ça me rapporte du bien. Alors, je sais pas pourquoi je vais venir écouter quelqu'un d'autre qui ne fait pas qui n'est pas là où je veux être. Et j'ai fait communauté avec d'autres femmes inspirantes. Oui. Et j'ai pas de mentor spécifique, mais il y a des gens qui passent sur les réseaux, des grands frères dans la communauté tech que j'ai demandé conseil et j'ai écouté. Et j'ai transformé tu n'y arriverais pas à naissance pour acheter. Un dit, il faut laisser ça, faut pas aller. Ça fait de la force pour moi, d'accord? Et comment dire, l'échec, ça fait mal. L'échec, ça fait mal, mais comment on peut faire? C'est la vie. Donc, merci. Je crois que c'est bon. J'ai répondu à la question. Merci à Madame Amidji pour ces éléments de réponse. C'était notre dernière intervenante. Merci à toutes nos intervenantes pour leur partage inspirant et motivant. Chers participants, alors le micro est à celui qui veut de prendre. On va prendre maximum 5 personnes pour des potentielles interventions ou si vous avez des questions pour nos intervenantes. Tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure, je parlais aussi de la présence d'une autre personne. Il s'agit de M. Douley Maxi. Je ne veux pas lui donner la parole, mais c'est juste pour lui remercier pour sa présence, pour le soutien qu'il porte toujours à nos différentes communautés. Merci, M. Douley Maxi, pour votre présence, pour votre soutien. Maintenant, chers participants, vous avez la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Malik. Je suis du chapitre malien d'Internet Society, président de la commission projet. Mon intervention va dans le sens d'un remerciement global et aussi d'encourager ces genres d'activités. Vous savez que l'axe collaboration est aussi très important comme tous les autres axes pour Internet Society. Et je pense que ces genres d'initiatives doivent être multipliées, que les chapitres puissent collaborer pour mener des activités ensemble. Et pour le cas particulier et spécifique de l'Afrique, autant vous avez parlé tout au long de ce webinaire du rôle du mentorat et le soutien et les échanges entre les chapitres ont aussi un grand rôle. Et l'Afrique est, je ne dirais pas en retard, mais n'est pas au même niveau que les autres. Donc, quand les chapitres vont travailler ensemble, ils vont s'inspirer les uns des autres et pourront faire bouger la ligne Afrique pour le bonheur des Africains. Maintenant, pour la question des femmes, des filles et TIC dans le TIC, je pense que la question de la femme, déjà, n'est pas une fatalité. Et tout au long des interventions, j'ai pu noter que toutes les intervenantes l'ont mentionné. En fait, dans la technologie, la question genre s'impose par la compétence et non par la question du sexe. Donc, c'est un domaine où il n'y a pas de place pour les incompétents. Et j'ai bien apprécié l'intervention de la dernière participante du Togo. Il faut se vendre. Il faut montrer vos compétences. Je m'adresse aux femmes africaines, aux jeunes filles. Pas d'humilité. Et la formation est la clé de tout ça. Il faut se former. Il faut se former. Il faut appartenir aux groupes, aux communautés qui pourront aussi vous ouvrir d'autres opportunités. Merci, c'est ce que j'avais comme intervention. Je n'ai pas de questions. Merci.
Merci, M. Maïga, pour ces mots. Monsieur Hervé, Ok, merci beaucoup. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est plus que des encouragements. Je vais commencer par remercier le chapitre Mali et son président, mon frère Bakary. Remercier l'organisation de ce webinaire. Moi, je voudrais, en fait, je ne veux pas, c'est pas une guerre entre anglophones et francophones, hein. Moi, je voudrais juste exhorter, surtout les femmes francophones, à oser encore plus. Parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas, on dit qu'il n'y a pas assez de femmes, on remarque quand même que dans certains milieux, c'est vrai, il n'y a pas de femmes, mais quand il y en a, c'est souvent les femmes qui viennent des pays anglophones. Donc, je voudrais demander à mes sœurs francophones, je ne sais pas s'il y a un effort à faire, mais vous le faites déjà l'effort. Il faut juste ne pas croire que vous ne pouvez pas, c'est ce que je veux dire. Et donc, il faut continuer, il faut rester. Moi, je vais juste dire un petit truc en plus. Pour la plupart de ceux qui sont ici, vous savez peut-être ce que c'est ICANN. Donc, l'ICANN, voilà, c'est, je vais appeler ça comme ça, l'association ou bien l'organisation qui s'occupe des noms de domaine et des adresses IP. Et l'ICANN fait 3 réunions par an. Et l'ICANN donne des bourses de participation, donc il faut juste postuler. Moi, je vous dis, par exemple, je suis secrétaire général de AFALO. AFALO, c'est l'organisation des associations africaines qui défendent les intérêts des utilisateurs finaux d'Internet. Je ne sais pas si c'est clair au niveau de ICANN. Ce qui me gêne, par exemple, pourquoi j'en parle, la dernière fois qu'ils ont fait une réunion à l'ICANN, c'était aux États-Unis, à Seattle. L'Afrique avait 9 boursiers et les 9 venaient tous de pays africains. Enfin, les 9 boursiers pays africains, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Les 9 boursiers africains venaient des pays anglophones. Ah, voilà, c'est ça que je veux dire. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un seul francophone. Donc, je voudrais exhorter que ce soit la communauté francophone et même la communauté francophone des femmes, s'il vous plaît, faites un effort, postulez, c'est des opportunités pour rencontrer des femmes que j'appelle des femmes de modèle. Je vais envoyer un lien. On fait des réunions tous les mois au niveau de Afralo. Tout le monde peut participer. Et à ces réunions-là, vous allez avoir beaucoup d'informations et avoir la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Voilà. Je vais envoyer le lien dans le chat. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous faites et merci à tous les chapitres qui ont contribué à ce webinaire. Merci. merci à M. Hervé pour ces informations qui peuvent être importantes pour chacun d'entre nous. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Sinon, je vais repasser la parole aux intervenantes pour leur dernier mot. Chaque intervenante a 30 minutes pour son dernier mot. On va commencer par Madame Widat pour son Il y a 30 minutes. 30 secondes. Oui, j'aimerais demander la parole. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Je vous remercie, je remercie l'initiative. En fait, un travail doit se faire depuis la base. Nous savons très bien que nos jeunes filles, après les collèges, ils font le lycée. Et d'ailleurs, même lycée, la plupart choisissent la série A4, littérature ou encore les séries tertiaires, comptabilité ou autres. Donc, il y a un travail qui doit se faire à la base pour sensibiliser nos jeunes filles sur les métiers de la technologie, les métiers de l'industrialisation. Donc, nos jeunes femmes ont parlé de l'activité qu'elles font dans la société, c'est très bien, mais j'aimerais à ce que cette initiative reste principalement dans nos têtes. Et chaque fois qu'on rencontre des jeunes filles, qu'on leur pose des questions sur leur orientation scolaire pour qu'elles puissent faire des recherches et par après entamer cette orientation. Merci. À présent, la parole est aux intervenantes. On va commencer par Madame Widat. Madame Widat, vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. Si elle n'est pas là, Madame Assetou Diarra Diallo.
Ok, d'accord. Bah, le mot de la fin, pour moi, évidemment, c'est que les nouvelles technologies sont vraiment une opportunité pour nous, les femmes, pour nous, les jeunes filles. Sachant prendre ce raccourci vers le développement et surtout sachant comment en tirer le profit, en tirer des opportunités utiles. Voilà, merci. Madame Hélène Amédi du Togo. Oui, j'ai une citation que je me répète tous les jours, c'est Everything I lose creates space for everything I need. Tout ce que je perds crée de la place pour ce dont j'ai besoin. Donc, quand on s'essaie, on postule à des trucs et on voit des échecs. Il ne faut pas juste s'attarder sur ça. Quand on perd quelque chose, c'est que ça part pour laisser la place à ce qu'on mérite vraiment. Merci. Et du courage à chacun. Merci beaucoup. Madame Rose Owo du Bénin. Oui, merci beaucoup. Je voudrais simplement demander aux jeunes filles d'oser, d'apprendre, d'échouer s'il le faut, mais de se relever pour continuer. Et lorsqu'une femme ou une jeune fille se fait former, c'est toute une communauté qui gagne. C'est également la famille qui gagne parce qu'aujourd'hui, dans le numérique, depuis la maison, depuis n'importe où tu es, tu peux travailler. Donc, oser simplement et avancer. Merci. Merci. Madame Déborah de la RDC. Ce que je pourrais partager actuellement, c'est de se dire, de se mettre en tête, en fait, que les technologies d'information, ce ne sont que des outils, en fait. Et c'est à nous de gérer, en fait, c'est à nous d'embrasser et les choses, de ne pas se limiter à ce que les gens disent, de ne pas se limiter à ce que les gens pensent, mais d'essayer, comme on vient de le dire, essayer encore, même si on échoue, essayer encore et on finit par réussir. Merci beaucoup. Madame Jean-Louis Samiratou du Niger. Merci, Madame Khadija. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que soyons curieuses, formez-vous, parce que la technologie en soi n'est qu'un levier. En fait, c'est la vision qu'on fait de la technologie ou bien le fait d'avoir cette audace-là et ce courage-là d'avancer qui fait toute la différence. Et comme j'ai une citation aussi que j'aime bien et que j'applique bien dans mon parcours, c'est le Be the change you want to see in the world. Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Nous sommes acteurs du changement et ça sent. Merci, Madame Samiratou. Et pour finir, Madame Laurine Claudia Agna du Cameroun. Merci beaucoup déjà pour l'initiative. Merci de nous avoir donné l'opportunité de participer. Je pense qu'il y a une forme politique qui avait pour slogan « J'ose ». Ça veut dire que chaque femme doit oser. C'est pas parce que basiquement nous avons peut-être fait des études en lettres qu'on se dit que nous ne pouvons pas avoir accès à la technologie. Nous ne pouvons pas être dans les métiers de la tech. Il suffit juste d'avoir un esprit disposé. Il suffit juste de se donner les moyens pour arriver. Et je pense que le tour est joué. Merci. Bien. Ensemble, continuer à créer un Internet inclusif, sûr et plein d'opportunités pour toutes les filles et les jeunes femmes. Nous remercions sincèrement toutes les intervenantes pour leurs interventions puissantes, sincères et porteuses d'espoir. Merci à M. Victor, à M. Hervé. Nos remerciements aux partenaires et soutiens techniques pour la coordination de ce webinaire. Merci au public qui est venu nombreux pour participer à ce webinaire. Espérons que cette session aura sémé des graines d'ambition, d'innovation et de confiance en soi dans le cœur de chaque fille et chaque femme présente aujourd'hui. Merci à tout le monde. À l'année prochaine pour encore plus d'impact. Allez, bye bye. Merci à tout le monde. Bye bye, merci beaucoup, bye bye.